À 75 ans, je suis allée chercher ma petite fille adulte après son cours, et quand elle m'a dit qu'elle avait faim parce que sa mère n'avait plus préparé le petit déjeuner depuis 3 jours, j'ai compris que ce n'était pas la cuisine qui était vide. C'était ma fille qu'on avait laissée s'éteindre au milieu de sa propre maison. Voilà. C'est comme ça que tout a commencé. Pas par un cri, pas par une porte claquée, par une phrase dite doucement dans un petit Peugeot blanc garé devant une école d'art appliquée, un mardi de la mi-octobre, à 17h35, par une phrase que ma petite fille Aurore a laissé tomber entre nous deux comme on laisse tomber quelque chose de lourd qu'on portait depuis trop longtemps et qu'on ne peut plus tenir. Je m'appelle Geneviève Marceau Delorme. J'ai 75 ans. Je suis veuve depuis 11 ans, ancienne professeure d'économie domestique, et j'habite au numéro 21 de la rue Bouffard, à Bordeaux, dans un appartement que mon mari Jacques et moi avions choisi ensemble parce que la lumière y entrait par 3 fenêtres différentes et que la cuisine donnait sur une cour intérieure où un figuier poussait entre les pavés. Jacques disait que c'était bon signe, un figuier entre les pavés. Il disait que les choses qui trouvent leur chemin à travers la pierre ont déjà prouvé qu'elles méritent d'exister. Ce figuier est encore là, moi aussi. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce mardi d'octobre, j'ai besoin de vous demander quelque chose, vous qui m'écoutez en ce moment. D'où écoutez-vous cette histoire? Quelle ville? Quelle région? Est-ce que c'est le soir chez vous? Est-ce que vous êtes seul ou entouré? Écrivez-le moi dans les commentaires, parce que je lis chacun d'entre eux, vraiment. Et parce que ce que je vais vous raconter ce soir est une histoire que certains d'entre vous ont peut-être déjà vécue, sans savoir comment le nommer. Si vous ressentez quelque chose en m'écoutant, laissez un petit pouce levé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant, parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour ici, et peut-être que celle de demain sera précisément celle que quelqu'un que vous aimez avait besoin d'entendre. Maintenant, laissez-moi revenir à ce figuier, à ce mardi, et à tout ce qui a changé ce jour-là. Je suis arrivée devant l'École supérieure des arts appliqués de Bordeaux à 17h20, un peu en avance comme toujours. J'ai l'habitude d'arriver en avance. C'est une chose que ma mère m'a apprise et que je n'ai jamais su désapprendre. Arriver en avance, c'est laisser de l'espace au monde pour que les choses se passent autrement que prévu. Ce jour-là, j'avais garé le Peugeot blanc au bord du trottoir, rue de l'École normale, et j'avais regardé les étudiants sortir par petits groupes, avec leurs portfolios, leurs tubes à dessin, leurs cartables débordant de projets à moitié terminés. J'aimais les regarder. Il y avait dans leur silhouette quelque chose d'inachevé, que je trouvais beau, comme des esquisses encore vivantes. Aurore est sortie parmi les derniers. Elle avait 28 ans et la façon de marcher de sa mère, cette façon de tenir les épaules légèrement en avant quand elle portait quelque chose de lourd, comme si le poids du sac ou du monde demandait qu'on s'incline un peu. Elle avait une grande chemise bleue, ses cheveux attachés à la va-vite et une pasta de dessin serré contre sa poitrine. Elle m'a vue. Elle a souri. Mais c'était ce sourire un peu court, un peu vite parti, celui qu'on fait quand on est content de voir quelqu'un, mais qu'on est aussi en train de porter quelque chose de difficile et qu'on ne sait pas encore si on va le dire. Elle est montée dans la voiture. Elle a posé la pasta sur ses genoux. Elle a bouclé sa ceinture. Et pendant quelques secondes, on n'a rien dit. « Ta journée s'est bien passée ?»« Oui, mamie. Le cours sur la composition visuelle pour la gastronomie était intéressant. On travaille sur l'esthétique du dressage, les proportions, les couleurs. Tu veux qu'on passe au marché des Capucins? J'ai pensé qu'on pourrait prendre quelque chose de bon pour ce soir. » Un silence, court, dense. Maman n'a pas préparé le petit déjeuner ce matin, ni hier, ni avant-hier. Voilà, c'est ça, la phrase. Dite simplement, sans théâtre, avec cette voix de quelqu'un qui a attendu le bon moment pour lâcher quelque chose de trop lourd. J'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Pas une douleur, pas exactement. Plutôt ce déplacement discret qu'on ressent quand une vérité qu'on n'avait pas encore formulée prend soudain toute la place qu'elle occupait déjà sans qu'on le sache. « Qu'est-ce que dit ton père ?» Aurore a regardé par la vitre. Le tramway passait au loin, vers la place Gambetta. Les platanes avaient recommencé à perdre leurs feuilles. Octobre à Bordeaux a cette façon de commencer la lumière à décliner doucement, comme quelqu'un qui s'en va sur la pointe des pieds pour ne pas déranger. Papa dit que maman est fatiguée, que c'est une phase,
que toutes les femmes ont ça parfois, des moments de sensiblerie, des caprices, une passade. Il dit qu'elle a besoin de repos et que nous exagérons. Une phase, un caprice, une passade. J'ai connu Pauline pendant 51 ans. Je l'ai portée dans mon ventre pendant 9 mois. Je l'ai regardée faire ses premiers pas dans la cuisine de notre maison de Mérignac. Je l'ai vue apprendre à couper une poire en quartier à l'âge de 5 ans avec la langue qui sortait légèrement de la bouche quand elle se concentrait. J'ai assisté à ses premiers cours de cuisine, à ses premières créations, à son premier plat servi à des inconnus, avec les joues rouges d'une fierté qu'elle essayait de ne pas montrer. Pauline ne faisait pas de caprices avec la cuisine. La cuisine, pour ma fille, c'était la langue dans laquelle elle disait tout ce qu'elle ne savait pas dire autrement. Et quand cette langue-là s'arrête, ce n'est pas la fatigue. C'est que quelqu'un ou quelque chose a appris à la faire taire. J'ai mis le clignotant, j'ai vérifié le rétroviseur et j'ai changé de direction. On va chez ta mère. Aurore ne m'a pas dit de ne pas y aller. Elle a juste serré un peu plus fort la pasta de dessin contre sa poitrine. Je veux vous raconter qui est ma fille Pauline avant de vous raconter ce que j'ai trouvé dans sa cuisine ce soir-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'absence d'une personne si on ne sait pas d'abord de quelle présence elle était capable. Pauline Delorme-Castaing avait 51 ans en ce mois d'octobre. Elle était née le 3 mars, un vendredi, sous une pluie fine et régulière que le médecin avait appelée une pluie de printemps, bien que nous soyons encore en hiver. Mon mari Jacques avait dit que ça lui ressemblerait toujours à cet enfant d'arriver un peu en avance sur les saisons. Il avait raison. Pauline a toujours eu ce don de devancer le monde, d'arriver avec quelque chose de chaud au moment où les gens commençaient à avoir froid. Elle avait commencé à cuisiner sérieusement à l'adolescence, pas par obligation, mais parce qu'elle aimait transformer les choses. Chez moi, j'enseignais l'économie domestique et la cuisine familiale avec méthode et rigueur. Mais Pauline, elle, cuisinait avec quelque chose que je n'avais pas su lui apprendre parce que ça ne s'enseigne pas. Une intuition du goût. Une compréhension naturelle de ce qu'une table peut dire à ceux qui s'y assoient. Un repas préparé par Pauline n'était jamais juste un repas. C'était une conversation. Elle avait ouvert son atelier gastronomique 9 ans plus tôt, rue Saint-Rémy, un petit espace lumineux avec une cuisine ouverte, des tabourets hauts et des cours hebdomadaires pour adultes qui voulaient apprendre à cuisiner non pas par nécessité, mais par plaisir. Elle avait construit quelque chose de fragile et de réel, avec beaucoup de travail et peu d'argent, et elle en était fière d'une fierté tranquille, celle des gens qui savent que ce qu'ils ont bâti leur appartient vraiment. Olivier Castaing était entré dans sa vie 11 ans plus tôt. Il avait 58 ans maintenant, administrateur d'une entreprise de fourniture pour restaurants, un homme organisé, cordial, qui parlait avec des arguments pratiques et une voix posée. Je l'avais trouvé sérieux la première fois que je l'avais rencontré. Peut-être trop sérieux pour Pauline, avais-je pensé, mais je m'étais dit que c'était peut-être ce dont elle avait besoin, un équilibre à son enthousiasme. Ce que je n'avais pas compris, pas encore à l'époque, c'est que certains équilibres ne sont pas des complémentarités, ce sont des contrôles. Nous avons tourné rue Notre-Dame dans les Chartrons, un peu avant 18 heures. La maison au numéro 46 était étroite et belle, avec des persiennes vertes et une vigne vierge qui montait sur la façade et rougissait au début de l'automne, comme si elle voulait qu'on la remarque avant de disparaître. J'avais toujours aimé cette maison. Elle avait quelque chose de Pauline dans sa façon d'être à la fois discrète et lumineuse. Mais ce soir-là, en poussant la porte du couloir avec la clé qu'Aurore avait dans son sac, j'ai senti quelque chose que je n'aurais pas su nommer avec précision, mais que les mères reconnaissent toujours. Une absence dans l'air. Une façon pour l'espace d'être silencieux d'une façon qui n'est pas le repos, mais le vide. Et puis j'ai poussé la porte de la cuisine. Elle était propre. Impeccablement propre. Pas de tasse dans l'évier, pas de miettes sur le plan de travail, pas d'odeur de café, pas de casserole sur le feu, pas de bruit de fond. Rien. La cuisine de Pauline, qui avait toujours eu une façon d'être vivante, même dans les moments les plus ordinaires, quelque chose en cuisson sur la gazinière, un torchon plié sur le rebord, une herbe fraîche dans un verre d'eau sur le rebord de la fenêtre, était devenue muette. C'est là que j'ai vu les pots. 3 pots de gelée de figues alignés sur la table, des pots avec des couvercles en métal crème, des étiquettes écrites à la main par Pauline, avec ses petites lettres droites et serrées. Gelée de figues, octobre.
Gelée de figues, septembre. Gelée de figues, fin août. 3 pots faites avec soin, lacés, étiquetés avec les dates, posés là comme des lettres qu'on n'a jamais envoyées, jamais ouverts. J'ai posé la main sur le premier pot. Le verre était frais, l'étiquette légèrement gondolée par l'humidité. Pauline avait préparé cette gelée, elle avait cueilli les figues, elle avait stérilisé les bocaux avec sa méthode habituelle, elle avait écrit les dates de sa petite écriture soignée. Et personne ne les avait ouverts. Pas parce qu'ils n'étaient pas bons, parce qu'ils n'avaient pas eu le droit de l'être. Aurore s'était approchée du tiroir à torchon. Elle l'a ouvert lentement. À l'intérieur, plié entre 2 linges propres, il y avait un feuillet. Une liste de courses écrite par Pauline. Farine, œufs, vanille, poire, amandes, enveloppe. Le mot « enveloppe » était souligné 2 fois, d'un trait ferme et décidé, comme si c'était important, comme si c'était le seul mot qui comptait vraiment dans toute la liste. J'ai regardé Aurore. Elle m'a regardé. Aucune de nous deux n'a dit un mot. J'ai ouvert l'armoire du haut, lentement, méthodiquement, comme on cherche quelque chose qu'on ne sait pas encore nommer, mais qu'on sent être là. Derrière une forme à tarte rangée à l'envers, il y avait une enveloppe, blanche, fermée, avec mon prénom écrit dessus. Geneviève. Juste ça. Geneviève, avec le G de ma fille, ce G qu'elle faisait avec une légère arabesque en bas, une habitude de son écriture depuis l'école primaire. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai tenue un moment dans les mains sans l'ouvrir. Elle était légère, mais elle pesait quelque chose d'immense. Et puis j'ai décacheté doucement, comme on déchire quelque chose de fragile, et j'ai lu. Maman, si la cuisine est silencieuse, ne demande pas ce qu'il manque dans le frigo. Demande ce qu'on m'a empêché de servir. Voilà. 8 mots. Enfin, un peu plus que 8 mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. Une phrase courte et précise comme un couteau bien aiguisé, qui entre sans résistance et qui fait mal non pas parce qu'elle est brutale, mais parce qu'elle est vraie. Dans l'enveloppe, il y avait autre chose. Un carton de réservation. Blanc, avec le logo de la Cité du Vin imprimé en doré dans le coin supérieur gauche. Esplanade de Pontac, 134. Bordeaux. Une invitation à Pauline pour animer un cours de cuisine dans le cadre d'un cycle de formation gastronomique. La date était en novembre. Sous le carton, des feuilles, des copies de messages. Des réponses à des propositions professionnelles envoyées au nom de Pauline, avec son adresse mail, refusant poliment mais fermement, remerciant pour l'invitation mais déclinant, invoquant des raisons d'agenda, de fatigue, d'indisponibilité. Des messages que Pauline n'avait jamais écrits, des refus qu'elle n'avait jamais donnés. J'ai senti quelque chose se solidifier en moi, pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus fondamental, de plus vieux, de plus calme que la colère. Quelque chose qu'une mère ressent quand elle comprend enfin la nature exacte du danger autour de son enfant. Et que ce danger n'est pas bruyant, pas visible, pas évident, mais précisément pour cela, infiniment plus profond que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Je suis restée debout dans cette cuisine silencieuse, l'enveloppe dans les mains, les 3 pots de gelée devant moi, la liste de courses pliée sur le bord de l'évier, et j'ai compris. Ce n'était pas la cuisine de Pauline qui était vide. C'était Pauline elle-même qu'on avait vidée, méthodiquement, doucement, avec des arguments raisonnables et une voix posée, jusqu'à ce qu'elle ne sache plus très bien si elle avait envie de cuisiner ou si on lui avait simplement répété si souvent qu'elle était trop fatiguée pour le faire qu'elle avait fini par y croire. J'ai entendu un bruit dans le couloir, des pas, une porte, et puis Pauline est apparue dans l'encadrement de la cuisine. Elle portait un cardigan gris sur une chemise blanche. Ses cheveux étaient attachés en arrière avec un lien bleu marine, le même qu'elle mettait quand elle travaillait pour ne pas avoir les cheveux dans les yeux. Elle me regardait avec une expression que j'avais rarement vue chez ma fille. Une expression faite d'épuisement et de quelque chose qui ressemblait à du soulagement, comme si, en me voyant là debout dans sa cuisine avec son enveloppe dans les mains, quelque chose qu'elle avait attendu sans oser espérer venait enfin d'arriver. Elle n'a pas dit bonjour. Je n'ai pas dit bonjour non plus. On s'est regardé. Et dans ce silence-là, entre les 3 pots de gelée fermés et le caderneau de recettes avec ses pages arrachées posées ouvertes sur le coin de la table,
quelque chose a commencé. Pas une dispute. Pas une scène. Quelque chose de bien plus important et de bien plus difficile à nommer. Une vérité qui commençait, enfin, à trouver l'espace pour exister. Je dois vous dire qui j'étais avant de vous dire ce que j'ai fait. Parce qu'on ne comprend pas les décisions d'une femme de 75 ans sans comprendre les 75 années qui les ont précédées. Et parce que cette histoire, celle de Pauline, de sa cuisine silencieuse et de ses pots de gelée fermés, n'aurait peut-être jamais pris le chemin qu'elle a pris si je n'avais pas, moi aussi, traversé des moments où personne n'avait voulu entendre ce que je n'arrivais pas encore à dire. Je suis née à Périgueux, en Dordogne, le 22 juillet, dans une maison en pierre avec un jardin où ma mère cultivait des haricots verts, des tomates cerises et un rosier grimpant qu'elle appelait son témoin silencieux parce qu'elle disait qu'il avait vu toute sa vie depuis la fenêtre de la cuisine. Mon père était comptable, ma mère était couturière à domicile et cuisinière formidable. On n'était pas riche, mais on était soigné. Et dans la maison, il y avait toujours quelque chose qui cuisait doucement sur le feu, quelque chose qui sentait la farine chaude ou la confiture en train de prendre, quelque chose qui disait que les gens qui vivaient là prenaient soin les uns des autres. J'ai eu une enfance ordinaire et heureuse, avec les aspérités ordinaires que toute enfance contient. Mais il y a une chose que je n'ai jamais oubliée, une chose que je porte encore aujourd'hui comme une cicatrice légère sous la peau. À l'âge de 12 ans, j'avais essayé de dire à ma mère que quelque chose n'allait pas dans la maison d'une amie, que cette amie avait changé, qu'elle ne mangeait plus beaucoup, qu'elle était silencieuse d'une façon qui n'était pas dans son caractère. Et ma mère que j'aimais et qui était une femme bonne, m'avait dit doucement mais fermement de ne pas me mêler de ce qui ne me regardait pas, que les familles avaient leur façon de faire, que je projetais mes inquiétudes sur les autres. Je n'avais rien dit de plus. Et pendant des années, j'avais porté le poids de ce silence comme quelque chose qui m'appartenait, comme si c'était ma faiblesse à moi, et non pas une invitation à me taire qu'on m'avait mal adressée. C'est peut-être pour ça que ce soir-là, dans la cuisine de Pauline, je n'ai pas hésité. J'avais rencontré Jacques Delorme à Bordeaux, à l'âge de 22 ans, lors d'un dîner chez des amis communs. Il était professeur d'histoire, grand, avec des lunettes rondes et une façon d'écouter les gens qui donnait l'impression qu'il avait tout son temps pour eux. Nous nous étions mariés 2 ans plus tard. Nous avions eu Pauline d'abord, puis mon fils Bernard, qui vivait maintenant à Nantes avec sa propre famille. Jacques était mort 11 ans plus tôt d'un arrêt cardiaque, un matin de janvier, pendant qu'il lisait son journal dans le fauteuil du salon. Calme, rapide, sans douleur, paraît-il. Sans me laisser le temps de lui dire au revoir, ce qui est la seule chose que je ne lui ai jamais vraiment pardonnée. Après Jacques, j'avais appris à habiter le silence autrement. L'appartement de la rue Bouffard avait changé de son. Plus de voix graves dans le couloir, plus de bruit de pages tournées tard le soir, plus de café préparé à 2 le dimanche matin. Mais le figuier dans la cour était resté, et la lumière par les 3 fenêtres était restée. Et moi, j'étais restée, et j'avais appris, lentement, que rester n'est pas la même chose que survivre. Rester, quand on le fait vraiment, c'est continuer à être quelqu'un. Pauline venait souvent me voir. Pas chaque semaine, mais régulièrement, pour les grandes occasions et parfois sans occasion du tout. Juste pour partager un café et parler de ce qu'elle cuisinait, de ses élèves à l'atelier, d'un nouveau marché qu'elle avait découvert. Ces visites m'avaient toujours paru naturelles, vivantes, pleines de cette énergie tranquille qu'elle portait avec elle. Mais en repensant maintenant aux 2 ou 3 dernières années, je me rendais compte que quelque chose avait changé progressivement, imperceptiblement, comme une lumière qui baisse si lentement qu'on ne remarque pas qu'il fait presque nuit jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien. Elle parlait moins de l'atelier. Elle évoquait moins ses projets. Quand je lui demandais si elle avait prévu des cours pour le printemps, elle répondait qu'elle verrait, qu'elle n'était pas sûre, que peut-être c'était mieux de lever le pied un moment. Et j'avais acquiescé. J'avais dit que oui, se reposer c'est important, que l'atelier serait toujours là, que prendre soin de soi n'était pas une faiblesse. J'avais dit exactement les mots qu'Olivier lui disait depuis des mois, sans savoir que je renforçais le mur qu'il construisait autour d'elle. Si vous êtes toujours avec moi, je veux faire une pause ici, juste un instant. Parce que ce que je viens de vous dire, ça me pèse encore. Dire que j'ai, sans le vouloir, contribué à ce silence-là. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez ce soir. Quelle est votre ville? Quelle heure il est chez vous?
Parce que cette histoire, elle parle de quelque chose que beaucoup d'entre nous ont peut-être vécu dans leur propre famille, cette façon de croire quelqu'un fatigué, quand en réalité, on l'a réduit au silence. Si cette histoire vous touche, laissez un pouce levé. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une nouvelle histoire chaque jour sur cette chaîne. Et maintenant, laissez-moi continuer, parce que ce qui s'est passé dans cette cuisine-là mérite qu'on aille jusqu'au bout. Olivier Castingue. Je vais vous parler d'Olivier tel qu'il m'était apparu pendant 10 ans, non pas pour vous le présenter comme un monstre, parce qu'il n'était pas cela, mais pour vous faire comprendre quelque chose d'important. Les situations les plus difficiles à voir, les plus difficiles à nommer, ne sont jamais celles qui font du bruit. Ce sont celles qui se construisent dans le calme, avec des raisons qui semblent toujours sensées, avec une voix qui ne s'élève jamais, avec des gestes qui ressemblent à du soin. Olivier était grand, les cheveux grisonnants, le regard précis. Il portait des chemises bien repassées et des chaussures cirées, même le samedi. Il était efficace, organisé, connaissait les chiffres mieux que personne et gérait les aspects pratiques de leur vie commune avec une compétence que Pauline, qui avait toujours été moins à l'aise avec les finances, lui avait laissé prendre en main progressivement au fil des années. Il était agréable en société. Il complimentait la cuisine de sa femme devant les autres. Il apportait des fleurs pour ma fête, il demandait de mes nouvelles avec attention, il me donnait toujours l'impression d'être le gendre que toute belle-mère aurait voulu avoir. Mais il y avait des petites choses. Des petites choses que j'avais remarquées et rangées dans une boîte intérieure sans y attacher de nom. La façon dont il répondait parfois à ma place dans les conversations, quand Pauline commençait une phrase et qu'il la terminait avant elle, pas méchamment, presque affectueusement, mais constamment. La façon dont il mentionnait, à voix basse et raisonnable, que l'atelier de Pauline ne dégageait pas vraiment de bénéfices significatifs et que la transformer en quelque chose de plus fonctionnel serait financièrement une décision sage. La façon dont il disait, avec le même calme d'homme organisé, que les invitations que Pauline recevait pour des démonstrations ou des collaborations la stressaient trop et qu'il vaudrait mieux filtrer pour elle. Filtrer, c'était le mot. Comme si ma fille était une source d'eau un peu trouble qui avait besoin qu'on s'interpose entre elle et le monde pour que les choses restent propres et ordonnées. Aurore m'avait commencé à me parler de certaines choses dans le courant de l'été, avec une précaution qui me disait qu'elle cherchait les bons mots depuis longtemps. Elle m'avait dit que sa mère avait dû annuler une consultation gastronomique à Saint-Émilion parce qu'Olivier avait géré sa réponse avant qu'elle n'ait pu confirmer. Elle m'avait dit que Pauline avait mentionné, une fois, que son mari avait répondu à des messages professionnels depuis l'ordinateur familial parce qu'elle était fatiguée et qu'il voulait l'aider. Elle m'avait dit tout ça avec cette prudence des enfants adultes qui voient ce que leurs parents ne voient plus, mais qui ne savent pas encore comment nommer ce qu'ils voient. J'avais écouté Aurore. J'avais hoché la tête. Et puis, Dieu me pardonne. J'avais continué à croire qu'Olivier avait de bonnes intentions maladroites, qu'il aimait Pauline à sa manière un peu rigide, qu'il y avait sans doute des malentendus, des incompréhensions, les frictions normales d'un couple qui traversait une période difficile. Ce soir d'octobre, debout dans cette cuisine vide, avec l'enveloppe de Pauline dans les mains, j'ai compris que j'avais eu tort. Pas à cause d'une seule chose terrible, mais à cause de l'accumulation. De tous ces petits riens qui, mis ensemble, bout à bout, mois après mois, formaient quelque chose d'indéniable. J'ai ouvert le caderneau de recettes posé sur la table. Couverture jaune usée, dos en tissu légèrement effiloché. Ce carnet, Pauline l'avait depuis ses 20 ans. Il contenait ses propres recettes, celles qu'elle avait inventées ou perfectionnées au fil des années, celles qu'elle annotées avec des petites notes au crayon. Certaines pages avaient des taches de farine ou de confiture séchée, les stigmates heureux d'une cuisine vivante. Mais maintenant, en feuilletant doucement, je voyais les traces des pages arrachées. Pas toutes. Certaines manquaient. Des pages qui avaient contenu des recettes entières, on ne voyait plus que les bords déchirés, quelques centimètres de papier coincés dans la reliure. Aurore, derrière moi, a dit doucement. Elle m'a dit un soir qu'elle retirait des recettes du carnet parce qu'Olivier pensait qu'elle ne devrait plus les proposer. Il disait que certains plats étaient trop compliqués pour le niveau de ses clients, que ça risquait de créer des attentes qu'elle ne pourrait pas tenir, que c'était mieux de simplifier pour ne pas se mettre en difficulté, et elle a commencé par en retirer une,
puis 2, puis... Aurore ne termina pas la phrase. Elle n'avait pas besoin de la terminer. Une recette arrachée, puis une autre, puis le cours de novembre annulé, puis la consultation à Saint-Émilion annulée, puis les messages de refus envoyés sans son accord, puis les équipements dont on parlait de se débarrasser, puis le petit déjeuner qui cesse d'être préparé. Ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas un séisme, c'est une érosion silencieuse, méthodique, qui ne fait pas de bruit et qui ne laisse pas de marques visibles, mais qui emporte, grain après grain, tout ce qui fait qu'une personne sait encore qui elle est. J'ai entendu des pas dans le couloir. Puis Olivier est apparu dans l'encadrement de la porte, non pas dans la cuisine, il s'est arrêté dans le couloir, les mains dans les poches de son pantalon gris. Il m'a regardé, avec l'expression cordiale qu'il avait toujours avec moi, ce sourire légèrement en retrait qui disait « Je suis raisonnable, et toi aussi tu l'es, et nous allons trouver une façon d'être d'accord. » Geneviève, je ne savais pas que vous veniez ce soir. Je suis venue chercher Aurore à l'école, et elle m'a dit que Pauline ne s'était pas levée pour le petit déjeuner depuis 3 jours. Un léger haussement d'épaules, patient, posé. Pauline est fatiguée. Vous savez comment elle est parfois, elle se met dans des états, elle s'épuise avec des projets qui ne lui conviennent pas vraiment. Je l'aide à ralentir, c'est tout. L'aide à ralentir. J'ai regardé les 3 pots de gelée sur la table. J'ai regardé le caderno avec ses pages arrachées. J'ai regardé la liste de courses dans ma poche avec le mot « enveloppe » souligné 2 fois. Je n'ai rien répondu à Olivier à ce moment-là. Ce n'était pas le moment de répondre. C'était le moment de regarder Pauline qui se tenait dans l'encadrement opposé de la cuisine, celle qui donnait sur le couloir du fond, et de lui dire ce que j'aurais dû peut-être lui dire bien avant, mais que personne ne m'avait appris à dire, parce que dans nos familles, on disait que l'amour c'est la patience, et la patience c'est le silence, et on ne distinguait pas assez souvent entre la patience qui guérit et le silence qui tue. Je me suis tournée vers ma fille. Elle avait les bras légèrement croisés sur la poitrine, pas en signe de défense, mais comme quelqu'un qui se tient chaud. Et dans ses yeux, il y avait cette question ancienne, celle que portent les gens qui ont été si souvent réinterprétés qu'ils ne savent plus si leurs propres mots disent ce qu'ils veulent dire. « Pauline », j'ai dit, « je suis là. » 3 mots, juste ça. Mais dans cette cuisine-là, ce soir-là, avec ces 3 pots de gelée fermés sur la table entre nous, ces 3 mots avaient le poids de tout ce qu'on aurait dû dire bien avant. Elle n'a pas répondu. Mais ses yeux se sont remplis. Et pour la première fois depuis très longtemps, ma fille, qui avait appris à sourire de façon à rassurer tout le monde sauf elle-même, a laissé son visage dire quelque chose de vrai. Elle s'appelait Pauline, et elle avait oublié comment occuper l'espace qui lui appartenait. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit facilement. Ce n'est pas quelque chose qu'on comprend d'un coup. Ce soir-là, debout dans cette cuisine trop propre de la rue Notre-Dame, en regardant ma fille se tenir les bras croisés comme si elle essayait de prendre le moins de place possible dans sa propre maison, j'ai compris que ce que j'avais devant moi n'était pas une femme brisée. C'était une femme qui avait été progressivement convaincue qu'elle prenait trop de place et qui avait commencé à se rétrécir elle-même pour ne plus déranger. Olivier était encore dans l'encadrement du couloir. Sa présence avait cette qualité particulière des présences qui ne s'imposent pas bruyamment, mais qui occupent quand même tout l'espace disponible, comme un meuble trop grand dans une pièce trop petite. Il avait les mains dans les poches, l'expression attentive de quelqu'un qui attend de voir comment la situation va se développer pour décider comment la cadrer à son avantage. « Je pense qu'on devrait laisser Pauline se reposer », a-t-il dit. La voix était douce, presque bienveillante. Elle a eu une semaine difficile et les émotions... Olivier. J'ai dit son prénom calmement, avec une précision que je n'avais pas prévue mais qui est venue toute seule, comme quelque chose que j'avais retenu pendant des années et qui trouvait enfin la bonne forme pour sortir. Je n'ai pas besoin que vous m'expliquiez comment va ma fille. Je vais lui demander à elle. Un silence. Court. Significatif. Il n'a pas répondu. Il a hoché légèrement la tête, une fois, le genre de hochement qui dit « Je suis raisonnable et je vais vous laisser ce moment », mais il n'a pas bougé non plus. Il est resté là, à distance, présent comme une surveillance tranquille. Je me suis approchée de Pauline. J'ai pris ses 2 mains dans les miennes.
Ces mains que je connaissais depuis qu'elles étaient petites, depuis le premier jour où elle avait voulu toucher la pâte à tarte que je préparais et que je lui avais laissé en prendre un morceau, depuis les premières gelées qu'elle avait faites avec moi, depuis la première fois qu'elle avait stérilisé des bocaux toute seule et qu'elle m'avait appelé pour me dire qu'ils avaient pris, que ça avait fonctionné, qu'elle était tellement contente. Ces mains-là, elles étaient froides. « Tu veux bien me raconter ?» j'ai dit. Ce fut comme si quelque chose cédait, lentement, sous une pression longtemps contenue. Pauline a regardé ses mains dans les miennes, puis elle a regardé les pots de gelée sur la table, puis elle a regardé Aurore, qui se tenait un peu en retrait, les yeux brillants de quelqu'un qui attendait ce moment depuis longtemps sans oser le provoquer, et puis elle a commencé à parler. Pas fort, pas en pleurant, pas de façon théâtrale. Elle a parlé comme quelqu'un qui retrouve une voix après l'avoir perdue, avec hésitation, avec ces pauses qui ne sont pas des silences mais des respirations nécessaires, avec ces phrases courtes qui disent plus que les phrases longues parce qu'elles ont été réduites à l'essentiel par le poids de tout ce qu'on ne peut pas encore dire. Elle avait commencé à moins cuisiner il y a 2 ans. Pas parce qu'elle n'en voulait pas. Parce qu'Olivier avait commencé à observer, à commenter avec une précision désarmante les aspects de l'atelier qui ne fonctionnaient pas financièrement. Il ne criait pas. Il ne l'insultait pas. Il présentait des chiffres, des réalités, des faits difficilement contestables. L'atelier coûtait plus qu'il ne rapportait certains mois. Certains clients ne revenaient pas. La concurrence des plateformes en ligne pour les cours de cuisine était réelle. Tout cela était vrai. Tout cela était dit avec le calme de quelqu'un qui veut le bien de sa femme et qui a simplement accès aux faits. Mais les faits étaient toujours sélectionnés. Les mois où l'atelier avait bien marché n'apparaissaient pas dans les bilans qu'Olivier lui présentait. Les retours enthousiastes des élèves n'étaient pas mis en regard des chiffres moins bons. Et progressivement, la réalité de l'atelier de Pauline avait été réduite, dans les conversations familiales, à un projet touchant mais peu viable. Une passion d'enfant qu'une femme adulte finissait par laisser derrière elle quand elle acceptait de regarder les choses telles qu'elles étaient vraiment. « Il ne m'a jamais dit d'arrêter », dit Pauline. « C'est important que vous compreniez ça. Il ne me l'a jamais dit directement. Il me demandait juste si j'étais sûre, si c'était vraiment ce que je voulais, si je n'étais pas épuisée, si ce n'était pas beaucoup de stress pour pas grand-chose. Et après, il réglait les choses à ma place pour m'éviter cette charge. Il répondait aux messages. Il déclinait les invitations. Il prenait rendez-vous avec des agents immobiliers pour l'espace de l'atelier, juste pour avoir une idée des options, disait-il. Juste pour qu'on soit informé. Juste pour être informé. J'ai pensé à la consultation de Saint-Émilion, au message refusé en son nom, au cours de la Cité du Vin annulé avec son adresse mail sans qu'elle l'ait jamais su. « Et le caderno ?» j'ai demandé doucement. Pauline a regardé le carnet à couverture jaune sur la table. Elle a eu un sourire très bref, très triste, le sourire de quelqu'un qui reconnaît une vieille douleur familière. Il disait que certaines recettes n'étaient pas à son niveau professionnel, que si je les proposais et que les résultats n'étaient pas parfaits, ça nuirait à ma réputation. Que ce serait mieux d'être prudente, de rester sur ce que je savais faire parfaitement. Alors j'ai commencé à enlever les recettes qui lui semblaient trop complexes. D'abord une, puis une autre, jusqu'à ce que je ne sache plus très bien moi-même lesquelles j'avais le droit de faire. Le droit de faire. Elle avait dit le droit, pas l'envie, pas la capacité, le droit. J'ai senti Olivier bouger légèrement dans le couloir. Il allait parler. J'ai levé une main, pas violemment, simplement, et j'ai dit sans le regarder « Pas maintenant, Olivier ». Et, chose qui m'a surprise autant que lui peut-être, il n'a pas parlé. Aurore s'était assise sur le tabouret près de la fenêtre. Elle regardait sa mère avec une expression que je ne lui avais jamais vue, quelque chose entre l'adulte qui comprend enfin et l'enfant qui aurait voulu ne jamais avoir à comprendre. Elle avait été la première à voir. Elle avait dit à sa mère qu'elle voyait. Et Pauline lui avait dit, plusieurs fois, que ce n'était pas si grave, qu'Olivier avait ses raisons, qu'elle était peut-être vraiment fatiguée, qu'Aurore était sensible et projetait ses propres inquiétudes. Pauline avait dit à sa fille les mêmes mots qu'Olivier lui disait à elle. Parce que quand on répète suffisamment longtemps une version des choses à quelqu'un, cette personne finit par la répéter à son tour, même à ceux qu'elle aime, même en sachant quelque part que ces mots ne sont pas les siens. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je dois m'arrêter ici un moment.
Je dois reprendre mon souffle. Parce que raconter cela, même maintenant, même avec le recul du temps, c'est quelque chose qui demande qu'on se pose. Vous qui écoutez cette histoire ce soir, dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu quelque chose. Pas forcément la même situation, pas forcément les mêmes personnes, mais cette façon qu'ont certaines situations de s'installer si doucement qu'on ne voit pas les murs se construire autour de quelqu'un qu'on aime. Si quelqu'un de votre famille vous a semblé changer comme ça, s'éteindre progressivement, laissez un commentaire. Vous n'êtes pas seul. Laissez un pouce levé si cette histoire vous touche. Partagez-la avec quelqu'un qui en a peut-être besoin ce soir. Et abonnez-vous, si vous ne l'avez pas fait, parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour ici. Maintenant, je reprends. J'avais besoin de comprendre quelque chose de précis. J'avais besoin de comprendre non pas la mécanique de ce qu'Olivier faisait, parce que ça, maintenant je le voyais clairement, mais la mécanique de ce que Pauline avait laissé se faire. Parce que ma fille n'était pas faible. Ma fille n'était pas naïve. Ma fille était une femme de 51 ans qui avait construit quelque chose de réel avec ses propres mains et qui avait, pendant plusieurs années, assisté à sa propre disparition sans trouver comment l'arrêter. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» j'ai dit. La question était simple, elle contenait des années. Pauline a mis un moment avant de répondre. Quand elle a parlé, c'était avec cette lenteur des gens qui cherchent une réponse honnête, et non pas une réponse qui rassure. Parce que j'avais honte. Parce que ça me semblait tellement petit comme problème, tellement difficile à expliquer. Il ne m'a jamais frappé, maman. Il ne m'a jamais insulté. Il a toujours été correct, présent, organisé. Comment est-ce qu'on explique ça à quelqu'un sans avoir l'air de se plaindre pour rien? Comment est-ce qu'on dit « je disparais » sans pouvoir montrer la cicatrice? Comment on dit « je disparais » sans pouvoir montrer la cicatrice? J'ai dû m'asseoir. Je me suis assise sur la chaise en face d'elle, la chaise au dossier en bois que Pauline avait achetée lors d'une brocante il y a 20 ans et qu'elle avait poncée et repeinte en blanc. J'ai posé mes 2 mains à plat sur la table, de chaque côté des pots de gelée, et j'ai regardé ma fille. Tu n'avais pas à me montrer une cicatrice. Tu aurais juste eu à me dire que tu avais mal. Mais je ne savais plus si j'avais mal, c'est ça le pire. À force qu'on me dise que j'exagérais, que c'était de la sensiblerie, que j'étais fatiguée, j'ai commencé à croire que ce que je ressentais n'était pas réel, qu'il avait raison, que c'était moi le problème. C'est à ce moment-là qu'Olivier a décidé d'entrer dans la cuisine. Il s'est avancé avec cette façon qu'il avait de prendre de l'espace sans paraître en prendre, en posant les mains sur le dossier d'une chaise, en se tenant debout pendant que nous étions assises, ce qui donnait une légère asymétrie à la pièce, subtile, probablement inconsciente, mais là. Il a regardé les pots de gelée, il a regardé le caderneau, il a regardé l'enveloppe que j'avais posée sur la table. « Je comprends que tout ça semble alarmant vu de l'extérieur », a-t-il dit. Toujours cette voix raisonnable. Mais Geneviève, vous n'avez pas le tableau complet. Pauline a traversé une période d'épuisement réel. J'ai essayé de la protéger des sollicitations qui l'épuisaient. Si j'ai parfois répondu à sa place, c'était pour lui éviter un stress inutile. Je ne comprends pas pourquoi on transforme ça en quelque chose de négatif. J'ai regardé Olivier, et pour la première fois depuis 10 ans de dimanches en famille, de fêtes de Noël, de repas partagés, j'ai regardé cet homme sans l'intermédiaire de la bienveillance que je lui avais toujours accordée par défaut. Je l'ai regardé tel qu'il était dans ce moment précis. Un homme qui venait d'écouter sa femme dire qu'elle ne savait plus si ce qu'elle ressentait était réel, et dont la première réponse était d'expliquer ses propres intentions. « Olivier, » j'ai dit, « Pauline vient de me dire qu'elle ne savait plus si elle avait le droit de cuisiner ses propres recettes dans sa propre cuisine. Est-ce que vous entendez ce que je dis ?» Il a ouvert la bouche. Il l'a refermée. Quelque chose a traversé son visage, très vite. Quelque chose qui n'était pas de la colère, mais qui ressemblait au moment où une certitude bien construite rencontre une réalité qu'elle ne peut pas complètement encadrer. « C'est une interprétation », a-t-il dit finalement. « Non », j'ai répondu. « C'est ce que votre femme vient de vous dire avec ses propres mots. Et la différence entre une interprétation et ce que quelqu'un vous dit sur sa propre expérience, c'est précisément ce dont nous parlons. » La cuisine a été silencieuse un moment. Le vrai silence, cette fois, pas celui du vide, mais celui qui arrive quand quelque chose d'important vient d'être dit
et que tout le monde dans la pièce doit décider ce qu'il en fait. Aurore, depuis son tabouret, a dit doucement « Papa, je t'aime, mais tu dois écouter maman. » Ce furent les 7 mots les plus courageux que j'ai entendus ce soir-là. Les jours qui ont suivi ont été difficiles d'une façon différente de la difficulté de cette première soirée. La première soirée avait la netteté des révélations. Les jours suivants avaient la complexité du réel, avec ses nuances, ses reculs, ses moments de doute. Olivier n'était pas parti ce soir-là. Il n'y avait pas eu de scène, pas de porte claquée, pas de valise dans le couloir. La vie ne ressemble pas au film dans ces moments-là. Il avait fini par s'asseoir, lui aussi, et la soirée avait continué dans cette façon particulière qu'ont les conversations importantes d'épuiser les gens qui les font tout en les laissant, quelque part, légèrement plus légers. Pauline avait pleuré. Pas longtemps, pas de façon dramatique. Ces larmes précises et économes de quelqu'un qui a appris à ne pas trop en laisser couler parce qu'il ne sait pas quand il pourra s'arrêter. Olivier avait dit qu'il n'avait pas voulu lui faire de mal. Je le croyais. La vraie complexité de cette situation, la chose qui la rendait si difficile à voir et à nommer, c'est qu'Olivier n'avait probablement jamais eu l'intention de faire du mal à Pauline. Il avait eu l'intention de la contrôler. Ce sont 2 choses différentes, et les gens qui contrôlent confondent souvent les deux, sincèrement parfois, avec une conviction qui leur permet de se regarder dans le miroir tous les matins sans y voir autre chose qu'un homme qui protège sa famille. Mais l'intention ne change pas le résultat. Et le résultat était là sur cette table. 3 pots de gelée fermés, un caderneau avec des pages arrachées, une liste de courses avec le mot « enveloppe » souligné 2 fois, et une femme de 51 ans qui ne savait plus si elle avait le droit de cuisiner dans sa propre cuisine. Le lendemain matin, je suis retournée rue Notre-Dame. Je n'avais pas prévenu. C'était volontaire. Je voulais voir la cuisine telle qu'elle était le matin, pas arrangée pour ma visite, pas préparée. J'ai frappé à la porte et c'est Aurore qui m'a ouvert. Elle m'a regardé avec cet air des enfants adultes qui ont passé la nuit à réfléchir et qui ont l'œil un peu profond du manque de sommeil. « Elle est dans la cuisine », a dit Aurore. Et effectivement, Pauline était dans la cuisine. Debout devant la gazinière, une casserole sur le feu, un verre d'eau avec une branche de thym frais sur le rebord de la fenêtre. L'odeur du café traversait le couloir jusqu'à la porte d'entrée. Pas grand-chose. Pas un festin. Juste un café sur le feu et une branche de thym dans un verre. Mais dans cette cuisine-là, à ce moment-là, c'était immense. Elle m'a regardé entrer. Elle n'a pas souri d'abord. Elle a dit « Je voulais faire le café. »« Je sais », j'ai répondu. Je n'étais pas sûre si j'en avais envie ou si je le faisais parce que tu venais. Et un silence. Puis, très doucement, je crois que j'en avais envie. J'ai tiré la chaise en bois repeint en blanc et je me suis assise. Aurore s'est appuyée contre le chambranle de la porte. Et Pauline a versé le café, elle en a fait 2 tasses, elle a posé une assiette avec 2 morceaux de pain et elle a sorti du placard, sans rien dire, un des 3 pots de gelée. Elle l'a posé sur la table. Elle a regardé le couvercle. Elle a regardé l'étiquette écrite de sa main. Gelée de figues, fin août. Elle a pris le couvercle entre ses doigts et elle a ouvert le pot. La gelée était parfaite. Rouge sombre, presque noir par endroits, avec cette texture légèrement tremblante qui dit que les figues ont bien compoté et que la prise s'est faite lentement, comme il faut. L'odeur s'est répandue dans la cuisine, une odeur douce et profonde. La même odeur que les cuisines de mon enfance en septembre, quand ma mère faisait ses confitures, et que toute la maison en gardait le souvenir pendant des jours. Pauline a étalé de la gelée sur son pain. Elle a mordu dedans. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle avait goûté quelque chose qu'elle avait fait de ses propres mains, sans que personne lui ait dit que c'était bien ou que c'était trop, sans que ce geste simple soit chargé du poids de l'approbation de quelqu'un d'autre. Olivier n'était pas là. Il était parti tôt au travail. Nous 3, Pauline, Aurore et moi, nous étions assises autour de cette table avec du café et de la gelée de figues, et la cuisine avait commencé à ressembler, très légèrement, très prudemment, à elle-même. Ce que j'ai fait dans les semaines qui ont suivi, je ne l'ai pas fait de façon spectaculaire. Il faut que vous le sachiez. Je ne suis pas de celles qui fracassent les portes et qui font des discours.
Je suis une femme de 75 ans qui a enseigné pendant 30 ans à des élèves à tenir une maison avec intelligence et dignité. Et ce que j'ai compris en 30 ans d'enseignement, c'est que les choses les plus importantes se font toujours dans la continuité, avec méthode et patience, une étape après l'autre, sans se laisser décourager par les jours où rien ne semble avancer. J'avais une alliée, et cette alliée, je l'avais sous-estimée depuis le début. Aurore, 28 ans, étudiante en spécialisation de design culinaire. Une jeune femme que son père avait gentiment qualifiée de sensible, à la façon dont on dit sensible pour dire qu'on exagère, qu'on s'emballe, qu'on projette. Mais Aurore avait observé sa mère avec cette précision particulière des enfants adultes qui ont grandi dans une maison où quelque chose ne va pas sans que personne ne le nomme. Et cette observation lui avait donné une clarté que ni sa mère ni moi n'avions su avoir. C'est Aurore qui avait gardé les dates. Pas explicitement, pas dans un cahier avec des colonnes, mais dans sa mémoire, avec cette façon qu'avaient les jeunes gens de sa génération de retenir les choses précisément parce qu'elles leur semblaient importantes et injustes. Elle se souvenait de quand sa mère avait reçu l'invitation de la Cité du Vin. Elle se souvenait de la date du refus, elle se souvenait du soir où Pauline lui avait dit, d'un air distrait et un peu résigné, qu'Olivier avait réglé ça parce qu'elle était trop fatiguée pour y penser. Elle se souvenait de la consultation à Saint-Émilion et du message de décommandement poli envoyé depuis l'adresse mail de sa mère. Et elle avait ses propres messages. Des échanges avec sa mère sur des mois, dans lesquels Pauline mentionnait des choses avec une désinvolture assumée. Ce cours qu'elle avait dû annuler, cet équipement dont on parlait de se défaire, cette réunion professionnelle à laquelle elle n'était pas allée parce qu'Olivier pensait que c'était trop tôt dans sa période de repos. Des messages anodins pris séparément. Ensemble, ils constituaient quelque chose. Avant de vous dire ce qu'on a fait avec tout ça, il faut que je vous parle d'une femme que j'ai appelée le 3e jour après la soirée dans la cuisine. Une femme que je connaissais depuis 20 ans et que j'avais en quelque sorte perdue de vue comme on perd de vue les gens quand la vie quotidienne prend toute la place. Elle s'appelait Marguerite Fontaine, 69 ans. Ancienne conseillère conjugale et familiale reconvertie depuis sa retraite en orientatrice financière indépendante, spécialisée dans les situations où les finances familiales étaient devenues un outil de contrôle. Marguerite habitait à Bordeaux, quartier Saint-Michel, dans un appartement rempli de livres et de plantes vertes, et elle avait une façon d'écouter les choses difficiles sans les minimiser et sans les dramatiser, qui m'avait toujours semblé être le don le plus précieux qu'une personne puisse avoir. Je l'avais appelée le matin du 3e jour, depuis mon appartement de la rue Bouffard, assise devant ma fenêtre qui donnait sur la cour et le figuier. Il faisait un temps gris et doux, le genre de temps bordelais d'octobre qui n'est ni vraiment triste, ni vraiment lumineux, et qui ressemble à une longue réflexion. Je lui avais tout raconté. Les pots de gelée, le caderneau, les messages envoyés en son nom, la liste de courses avec le mot « enveloppe » souligné. La façon dont Pauline ne savait plus si elle avait le droit de cuisiner ses propres recettes. La façon dont Olivier le vivait comme une protection et non pas comme un contrôle. Marguerite avait écouté sans m'interrompre. Et puis, elle avait dit quelque chose qui m'était resté. Ce que vous me décrivez, Geneviève, a un nom. Il ne s'agit pas de violence telle qu'on la représente habituellement. Mais c'est une forme de prise de contrôle progressive qui touche à l'identité professionnelle, à l'autonomie financière et à la capacité de décision. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une phase. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été progressivement ôté peut être progressivement repris, si la personne est soutenue pour le faire à son propre rythme. À son propre rythme. Ces 3 mots m'avaient immédiatement semblé justes. Parce que l'erreur que j'aurais pu commettre, l'erreur que bien des gens commettent dans ces situations, c'est de vouloir récupérer la personne trop vite, de la pousser à agir trop fort trop tôt, d'organiser à sa place le chemin de sa propre libération et de reproduire ainsi, avec les meilleures intentions du monde, la même mécanique de contrôle contre laquelle on essaie de la protéger. Marguerite avait accepté de rencontrer Pauline. Pas comme une thérapeute, pas comme une conseillère officielle, juste comme quelqu'un qui connaissait ces situations et qui pouvait l'aider à y voir plus clair, surtout sur les aspects financiers et professionnels, là où les dégâts étaient les plus documentés et donc les plus accessibles à une action concrète. Permettez-moi de m'arrêter ici, un instant. Parce que je réalise en vous racontant tout cela que je vous parle depuis maintenant un bon moment, et que vous êtes encore là,
et que ça compte pour moi plus que je ne saurais le dire simplement. D'où écoutez-vous cette histoire ce soir? Dans quelle ville, quelle région de France, ou peut-être plus loin encore? Quelle heure il est chez vous? Est-ce que vous êtes installé confortablement, ou est-ce que vous écoutez en faisant autre chose? Dites-le moi dans les commentaires, parce que je lis chacun d'entre eux. Et si vous avez pensé à quelqu'un en m'écoutant, quelqu'un dans votre famille ou parmi vos amis qui ressemble à Pauline, qui s'est peu à peu effacée sans qu'on sache bien pourquoi, partagez cette histoire avec cette personne. Pas pour lui dire quelque chose de difficile, juste pour lui faire savoir qu'elle n'est pas seule. Laissez un pouce levé si vous êtes toujours avec moi. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, une nouvelle histoire vous attend chaque jour ici. Maintenant, je continue. La rencontre entre Pauline et Marguerite a eu lieu le samedi suivant, dans l'appartement de Marguerite rue Saint-Michel, avec du thé et des petits gâteaux aux amandes que Marguerite avait préparés, non pas pour faire joli, mais parce qu'elle savait d'expérience que les conversations difficiles se font plus facilement quand les mains ont quelque chose à tenir. Aurore était venue aussi. J'attendais dans un café à 2 rues de là, le café des Capucins, avec un livre que je n'ai pas réussi à lire parce que je pensais trop à ce qui se passait dans cet appartement de la rue Saint-Michel. 2 heures plus tard, Pauline est sortie. Elle m'a rejointe au café. Elle s'est assise en face de moi et elle a commandé un café serré, ce qu'elle ne prenait jamais parce qu'elle disait que ça la rendait nerveuse. Elle l'a bu entièrement. Et puis elle a dit « Marguerite m'a aidé à compter. Je n'ai pas demandé quoi. Elle me l'a dit elle-même. En 2 ans, Olivier avait répondu en son nom à 17 sollicitations professionnelles. Parmi elles, 4 invitations à animer des cours ou des ateliers, 2 consultations gastronomiques rémunérées, une participation à un festival culinaire en Gironde et une proposition de collaboration avec un éditeur pour un livre de recettes de saison. Toutes avaient reçu une réponse polie et définitive depuis son adresse mail. Aucune avec son accord explicite et informé. Sur le plan financier, l'atelier n'était pas déficitaire comme Olivier le lui présentait régulièrement. Il y avait des mois difficiles, oui, comme dans toute petite entreprise. Mais il y avait aussi des mois solides, des trimestres rentables, des perspectives réelles. La vision que Pauline avait de sa propre activité avait été façonnée par des présentations sélectives qui amplifiaient les mauvais mois et minimisaient les bons. Et les équipements de l'atelier, ceux dont Olivier parlait régulièrement de vendre pour transformer l'espace en bureau administratif, avaient une valeur estimée de près de 8 000 €, une somme qui correspondait, étrangement, à peu près exactement à un projet d'agrandissement des bureaux de l'entreprise d'Olivier dont il avait parlé en réunion professionnelle le mois précédent. Pauline m'a regardé au-dessus de son café serré. « Je ne suis pas folle. »« Non, » j'ai dit. « Tu ne l'as jamais été. » J'avais commencé à y croire. Je sais. Et là, dans ce café des Capucins avec l'odeur du café et le bruit des tasses et la lumière d'octobre qui entrait par les grandes baies vitrées, ma fille a pleuré pour la 2e fois. Pas de larmes économes comme l'autre soir. Des larmes plus longues, plus libres, celles qui viennent quand on comprend non pas qu'on a souffert, ce qu'on savait déjà d'une certaine façon, mais qu'on avait le droit de ne pas souffrir et qu'on a trop longtemps cru le contraire. Je lui ai laissé le temps. J'ai gardé ma main sur la sienne et j'ai laissé le temps faire son travail. Ce que nous avons décidé ce jour-là, Pauline, Marguerite, Aurore et moi, n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas un plan de bataille. C'était quelque chose de plus simple et de plus difficile à la fois. Donner à Pauline les outils pour reprendre ses décisions elle-même, une par une, à son propre rythme, sans que personne, y compris moi, ne les prenne à sa place. Marguerite avait suggéré 3 choses concrètes. Premièrement, Pauline devait contacter personnellement, depuis un appareil auquel Olivier n'avait pas accès, 2 ou 3 des personnes dont les sollicitations avaient été refusées en son nom, pour expliquer simplement qu'il y avait eu un problème de communication et pour voir si les portes étaient encore ouvertes. Deuxièmement, elle devait consulter un conseiller financier indépendant pour avoir une vision exacte de la situation de l'atelier, pas la version sélective qu'Olivier lui présentait. Troisièmement, elle devait suspendre toute décision concernant les équipements de l'atelier le temps de cette clarification. Des étapes mesurées. Des étapes qui ne brusquaient rien. Des étapes qui rendaient à Pauline son propre regard sur sa propre vie. Olivier avait eu une réaction quand Pauline lui avait dit, le soir même, qu'elle avait décidé de suspendre la réflexion sur l'atelier et de prendre quelques jours chez moi pour organiser ses idées.
Il n'avait pas crié. Il n'avait pas fait de scène. Il avait dit, avec cette voix raisonnable qui ne haussait jamais le ton, que c'était une réaction émotionnelle et disproportionnée, que Geneviève avait une influence négative sur leurs décisions familiales, que Pauline prenait des décisions importantes sans le consulter alors qu'ils étaient mariés et que les décisions concernant leur vie commune lui appartenaient à lui aussi. Ce à quoi Pauline avait répondu, avec une voix plus ferme que je ne l'avais entendue depuis longtemps, « Oui, Olivier, nos décisions communes t'appartiennent aussi, mais mes décisions professionnelles m'appartiennent à moi. » La différence entre ces deux types de décisions, c'était peut-être la phrase la plus importante que Pauline ait dite depuis 2 ans. Elle avait pris un sac. Elle avait pris ses carnets et son téléphone et ses clés de l'atelier. Elle avait embrassé Aurore longuement. Et elle était venue avec moi, rue Bouffard, numéro 21, dans l'appartement avec la lumière par 3 fenêtres et le figuier dans la cour, et nous avions préparé du thé, et nous nous étions assises dans le salon, et nous avions parlé jusqu'à près de minuit de choses que nous n'avions pas dites depuis des années. Des choses sur mon propre mariage, et sur ce que j'avais appris de Jacques, sur les erreurs que j'avais faites avec elle quand elle était plus jeune, sur les silences que j'avais confondus avec de la discrétion alors qu'ils étaient de l'abandon. Et puis, vers minuit, Pauline avait dit qu'elle était fatiguée. Une vraie fatigue, celle du corps qui a enfin lâché quelque chose qu'il portait depuis trop longtemps. Elle avait dormi dans la chambre d'amis, celle qui donnait sur la cour, et le lendemain matin je l'avais entendue de la cuisine, debout avant moi, en train de préparer le café. Quand je suis arrivée dans la cuisine, elle avait mis la table. Café, pain, beurre, une poire coupée en quartiers avec soin. Et sur la table, le 2e pot de gelée de figues. Ouvert. « J'ai pensé qu'on pouvait finir celui-là », a-t-elle dit sans se retourner. « Bonne idée », j'ai dit. Et nous avons mangé, toutes les deux, dans la lumière du matin bordelais, avec le bruit discret du tramway qui passait au loin vers la place Gambetta, et la gelée de figues avait le goût de quelque chose qui avait attendu son moment et qui avait eu raison d'attendre. Les 12 jours qui ont suivi ont été des jours de travail tranquilles et déterminés. Pauline a contacté 2 des personnes dont les propositions avaient été refusées en son nom. L'une d'elles, responsable du programme culinaire d'une association culturelle de Mérignac, lui a répondu en quelques heures avec un enthousiasme qui a fait monter les larmes aux yeux de Pauline. Pas des larmes tristes, des larmes de quelqu'un qui comprend que ce qu'il avait cru perdu n'était pas perdu du tout, juste mis en attente par quelqu'un qui n'en avait pas le droit. La conseillère financière indépendante, une femme que Marguerite lui avait recommandée, a confirmé ce que Marguerite avait déjà pressenti. L'atelier de Pauline était viable. Pas spectaculairement rentable, mais viable, avec des perspectives réelles, si elle y consacrait à nouveau son énergie et ses compétences. Et Pauline avait commencé à écrire. Pas des recettes dans le caderneau aux pages arrachées, pas encore. Mais sur un carnet neuf, acheté dans une papeterie de la rue Sainte-Catherine, elle avait commencé à noter des idées. Des formules de cours, des thèmes, des associations de saveurs qu'elle voulait explorer. Des choses qu'elle avait mises de côté parce qu'on lui avait dit qu'elles étaient trop ambitieuses, trop complexes, trop risquées. Des choses qui lui appartenaient. Olivier lui avait envoyé plusieurs messages pendant ces 12 jours. Certains raisonnables, certains plus tendus, certains qui revenaient sur leur histoire commune et sur tout ce qu'ils avaient construit. Pauline les lisait. Elle ne répondait pas immédiatement. Elle prenait le temps de les lire une fois, puis de les relire le lendemain, pour voir si sa réaction changeait. Parfois, elle répondait. Parfois, elle ne répondait pas encore. Marguerite lui avait dit quelque chose d'important à ce sujet. La vitesse à laquelle vous décidez de répondre vous appartient. La vitesse à laquelle quelqu'un d'autre veut que vous répondiez lui appartient à lui. Ces 2 vitesses n'ont pas à être les mêmes. Les 2 vitesses n'ont pas à être les mêmes. J'ai pensé à tous les moments de ma propre vie où j'avais confondu la pression de répondre vite avec l'urgence réelle d'une situation. À tous les moments où j'avais pris une décision dans la précipitation de quelqu'un d'autre, alors que mes propres décisions avaient besoin de plus de temps. Pauline avait 48 ans quand elle avait épousé Olivier. Elle était adulte, indépendante, établie. Elle aimait cet homme d'un amour réel. Et c'est précisément parce que cet amour était réel que la mécanique du contrôle avait pu s'installer si progressivement, si insidieusement, en se faisant passer pour de l'attention, pour de la protection, pour de l'amour exprimé à la manière d'un homme organisé qui ne savait pas faire autrement.
Ce n'était pas une excuse, mais c'était une explication. Et les explications, même les difficiles, même celles qui ne changent pas ce qui s'est passé, ont une valeur parce qu'elles nous permettent de comprendre. Et comprendre est toujours la première condition pour ne pas répéter. Le 12e soir, Pauline m'a dit qu'elle avait pris une décision. Pas une décision définitive sur son mariage, pas encore. Une décision sur elle-même. Elle allait reprendre l'atelier. Elle allait contacter les personnes dont les invitations avaient été refusées en son nom et leur proposer quelque chose de nouveau, à sa manière, à son rythme, avec ses propres recettes dans un carnet neuf. Elle allait suspendre la vente des équipements jusqu'à avoir eu le temps de consulter un avocat pour comprendre ses droits sur les biens professionnels acquis avant le mariage. Et elle allait, pour la première fois depuis très longtemps, décider de sa propre journée sans demander la permission à personne. Ce soir-là, nous avons ouvert le 3e pot de gelée. Il y a des matins qui ressemblent à des commencements. Pas à cause de ce qui se passe ce jour-là en particulier, pas à cause d'un événement précis ou d'une décision soudaine, mais parce que quelque chose dans la lumière, dans la façon dont l'air entre par la fenêtre, dans le son ordinaire et familier d'une maison qui s'éveille, dit que quelque chose a changé. Pas tout, pas d'un coup, mais quelque chose d'essentiel, quelque chose qui ne se voit pas encore clairement mais qu'on sent avec cette précision que les années donnent et que la jeunesse ne peut pas encore avoir. Ce matin-là était un mardi de novembre, 6 semaines après la soirée de la cuisine silencieuse. Le figuier dans la cour de la rue Bouffard avait perdu presque toutes ses feuilles. Il restait quelques feuilles jaunes accrochées aux branches les plus hautes, obstinées, comme si elles refusaient de céder avant d'être absolument certaines que le moment était venu. Jacques aurait dit quelque chose sur ces feuilles-là. Il aurait dit que c'étaient les plus courageuses. Je lui aurais répondu que c'était peut-être simplement les plus têtues. Et on aurait ri tous les deux avec ce café du matin que nous prenions toujours debout dans la cuisine, lui appuyé contre le bord de l'évier, moi assise sur le tabouret haut qu'il m'avait offert pour notre 20e anniversaire de mariage, parce qu'il avait remarqué que j'aimais observer la cuisine de là-haut. Je pensais souvent à Jacques ces jours-là, pas avec tristesse, ou pas seulement avec tristesse, avec cette façon particulière qu'ont les absents aimés de rester présents dans les moments où leur présence aurait compté. Il aurait su quoi dire à Pauline. Il aurait su trouver les mots justes, ni trop doux pour ne pas minimiser, ni trop durs pour ne pas blesser. Il avait ce don-là, Jacques, de dire les choses importantes avec la même voix calme qu'il utilisait pour les choses ordinaires, ce qui leur donnait un poids particulier, celui des vérités qui n'ont pas besoin d'être dramatisées pour être entendues. Pauline était restée 12 jours chez moi. 12 jours pendant lesquels notre appartement de la rue Bouffard avait retrouvé une façon d'être habité que je n'avais plus connue depuis la mort de Jacques. Le bruit de 2 personnes qui partagent un espace, l'odeur du café préparé par quelqu'un d'autre, une veste posée sur le dossier d'une chaise qui n'était pas la mienne, des conversations qui débordaient de la cuisine dans le salon et du salon dans la chambre et de la chambre dans la nuit. Nous avions parlé de beaucoup de choses pendant ces 12 jours, de Pauline et de son atelier, bien sûr, mais aussi d'autres choses, des choses que les mères et les filles trouvent rarement le temps de dire quand la vie ordinaire occupe tout l'espace. J'avais parlé à Pauline de mes propres regrets, de ce moment de mon enfance où j'avais essayé de dire quelque chose et où on m'avait appris à me taire. De la façon dont ce silence appris m'avait parfois fait taire à tort, y compris avec elle, y compris dans des moments où j'aurais dû parler et où j'avais choisi la discrétion par habitude plus que par sagesse. Elle m'avait écoutée. Et puis elle avait dit quelque chose qui m'avait prise par surprise. « Tu sais ce qui est étrange, maman ? C'est qu'Olivier aussi disait qu'il me protégeait. Toi aussi tu pensais me protéger quand tu ne disais rien. Et moi j'ai passé des années à me protéger moi-même en ne disant rien. On était tous les 3 en train de se taire pour se protéger les uns les autres, et personne n'a rien dit jusqu'à ce qu'Aurore parle. Aurore, 28 ans. Celle que tout le monde avait appelée sensible comme si c'était une limitation. Celle dont la sensibilité avait été précisément ce qui avait tout changé. J'avais pensé à cela pendant plusieurs jours après que Pauline me l'ait dit. Cette chaîne de silence bien intentionnée. Cette façon dont les familles apprennent parfois à ne pas voir ce qu'elles voient, à ne pas dire ce qu'elles savent, parce que voir et dire a un coût, parce que rompre un équilibre même douloureux et terrifiant, parce qu'il est plus confortable de croire que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes que d'admettre qu'elles demandent une action qui va faire mal à quelqu'un qu'on aime.
Ce qui avait tout changé, ce n'était pas un geste héroïque. Ce n'était pas une confrontation spectaculaire. C'était une jeune femme de 28 ans qui avait faim, pas seulement de nourriture, et qui avait dit à sa grand-mère, dans une voiture garée devant son école, quelque chose de simple et de précis. Et cette grand-mère avait eu le bon réflexe, pas parce qu'elle était sage ou courageuse au sens extraordinaire du terme, mais parce qu'elle avait choisi de ne pas regarder ailleurs. Si vous êtes encore avec moi à ce moment de l'histoire, je veux vous dire quelque chose depuis le fond du cœur. Vous qui avez écouté jusqu'ici, vous qui avez parcouru ce chemin avec moi depuis la rue de l'École normale jusqu'à la cuisine de la rue Notre-Dame et jusqu'à cet appartement de la rue Bouffard, vous m'avez donné quelque chose d'important ce soir. Vous m'avez donné votre attention, votre présence, votre temps. Et je sais que le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Alors, avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de petit en échange. Laissez un commentaire avec le nom de votre ville, ou votre région, ou simplement le pays d'où vous écoutez cette histoire ce soir. Dites-moi si c'est le matin chez vous, ou le soir, ou la nuit. Dites-moi si vous avez pensé à quelqu'un en m'écoutant. Et si cette histoire vous a touché quelque part de vrai, laissez un pouce levé parce que ça me dit que je ne parle pas dans le vide, que ces mots arrivent quelque part et qu'ils comptent pour quelqu'un. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour sur cette chaîne, et certaines de ces histoires attendent précisément la bonne personne au bon moment. Et maintenant, laissez-moi vous dire comment les choses se sont terminées. Ou plutôt, comment elles ont commencé. Pauline est rentrée chez elle le 13e jour. Pas parce qu'elle avait tout résolu, pas parce qu'elle savait exactement comment allait se dérouler la suite, mais parce qu'elle était prête à affronter sa propre maison avec des yeux différents, avec ce regard-là que les personnes retrouvent quand elles ont repris contact avec leur propre façon de voir les choses. La conversation avec Olivier avait été longue. Je n'y étais pas. C'était entre eux comme ça devait être. Pauline m'avait dit après, le lendemain, en me téléphonant depuis la cour de la maison de la rue Notre-Dame, avec la voix de quelqu'un qui vient de faire quelque chose de difficile et qui est à la fois épuisé et étrangement léger. Elle lui avait dit la vérité, pas en criant, pas en accusant, en disant simplement ce qu'elle avait compris pendant ces 12 jours, comment elle avait perdu peu à peu le fil de sa propre vie professionnelle, comment les décisions prises à sa place l'avaient amenée à douter de sa propre réalité, comment elle n'était plus sûre depuis longtemps de savoir ce qu'elle voulait vraiment, parce que sa volonté avait été progressivement remplacée par une interprétation de sa volonté que quelqu'un d'autre lui proposait. Olivier avait écouté. Il n'avait pas tout de suite répondu. Et puis, il avait dit quelque chose que Pauline ne m'a pas répété entièrement, quelque chose de personnel entre eux deux que je respecte et que je ne cherche pas à connaître dans le détail. Mais elle m'a dit qu'il avait eu l'air, pour la première fois depuis longtemps, d'un homme qui entend quelque chose qu'il ne peut pas recadrer, interpréter ou remettre dans une forme plus commode. Un homme qui entend et qui doit décider ce qu'il fait avec ce qu'il entend. Ce n'était pas la fin de leur histoire. Je ne suis pas en mesure de vous dire ce que sont devenus Olivier et Pauline parce que leur histoire continue, avec ses complexités et ses silences et ses conversations encore à avoir. Et parce que les histoires de couple appartiennent aux couples qui les vivent et non pas aux mères qui les observent de l'extérieur avec amour et inquiétude mêlés. Ce que je peux vous dire, c'est que la vente des équipements de l'atelier a été suspendue, que Pauline a consulté un conseiller financier indépendant et a eu pour la première fois une vision exacte et non sélective de la situation économique de son activité, et qu'Olivier, pour la première fois depuis 2 ans, n'a plus répondu à un seul message professionnel à la place de sa femme. Ce sont des petites choses, des choses que de l'extérieur on ne voit pas. Mais pour Pauline, chaque message auquel elle répond elle-même, chaque décision qu'elle prend en son propre nom, chaque matin où elle monte à l'atelier sans avoir demandé si c'était raisonnable, est une victoire de la taille exacte qu'elle mérite, ni trop grande pour être fausse, ni trop petite pour ne pas compter. Aurore, de son côté, avait changé aussi. Pas de façon spectaculaire, mais de cette façon précise et durable que prennent les changements qui viennent de la compréhension et non pas de la réaction. Elle avait arrêté de minimiser ce qu'elle observait. Elle avait arrêté de se qualifier elle-même de trop sensible quand elle remarquait quelque chose que les autres préféraient ne pas voir. Et elle avait dit à sa mère, un soir,
Une phrase courte que Pauline m'avait répétée le lendemain avec une voix qui tremblait légèrement. « Maman, la prochaine fois que tu veux faire quelque chose et que quelqu'un te dit que tu es trop fatiguée pour le vouloir vraiment, dis-moi, je serai là. La prochaine fois. » 2 mots qui portaient toute la lucidité d'une jeune femme qui avait compris que ce qui s'était passé pouvait se reproduire, que la vigilance n'est pas de la méfiance mais de l'attention, et que l'attention portée à ceux qu'on aime est peut-être la forme la plus concrète et la plus difficile de l'amour. Et moi, qu'est-ce que tout ça m'avait appris sur moi? J'avais 75 ans. J'avais cru, comme on croit souvent à 75 ans, avoir traversé l'essentiel de ce qu'on avait à apprendre sur soi-même et sur les autres. J'avais eu tort. Ou plutôt, j'avais eu raison d'avoir appris ce que j'avais appris, mais il restait des couches, il en reste toujours. Des couches plus profondes, où les vraies questions attendent, depuis longtemps qu'on ait enfin le courage de les poser. J'avais appris que regarder ne suffit pas, que voir les gens qu'on aime ne suffit pas, qu'il faut aussi entendre ce qu'ils ne disent pas, voir ce qu'ils ne montrent pas, comprendre que la fatigue répétée d'une personne n'est pas toujours de la fatigue, que le retrait progressif d'une personne n'est pas toujours de l'introversion, que le renoncement progressif d'une personne n'est pas toujours de la sagesse. J'avais appris que les contrôles les plus dévastateurs ne ressemblent pas à ce qu'on croit. Ils ne font pas de bruit. Ils ne laissent pas de marques visibles. Ils se construisent dans la répétition douce, dans la raison présentée avec constance, dans la substitution progressive du jugement de quelqu'un par le jugement de quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que cette personne ne sache plus faire la différence entre ce qu'elle pense vraiment et ce qu'on l'a amenée à penser. J'avais appris que l'amour peut être sincère et destructeur en même temps, que quelqu'un peut aimer vraiment et contrôler vraiment, et que ces 2 choses coexistant ne rendent pas la seconde moins réelle ou moins grave, que l'intention ne suffit pas, que le résultat sur la personne aimée compte autant, peut-être plus, que l'intention de celui qui aime. Et j'avais appris quelque chose sur moi-même que j'aurais préféré ne pas apprendre, mais que je suis contente d'avoir appris malgré tout. J'avais contribué, sans le vouloir, à ce silence, en disant à Pauline qu'elle devait se reposer quand elle me parlait de sa fatigue, en acquiesçant trop vite quand Olivier décrivait ma fille comme quelqu'un qui avait besoin qu'on la protège de ses propres ambitions, en ne demandant pas les questions que j'aurais dû demander, parce que les réponses m'auraient obligée à voir quelque chose de difficile dans une situation que je préférais croire normale. Il y a une phrase que ma mère disait parfois, une phrase que j'avais entendue enfant sans vraiment la comprendre, et qui m'est revenue avec une clarté nouvelle pendant ces semaines de novembre. Elle disait « Le pire ennemi d'une femme n'est pas toujours celui qui lui veut du mal. Parfois c'est le silence de ceux qui lui veulent du bien et qui se taisent quand même. » Je n'avais pas su entendre cette phrase à 12 ans. Je n'avais pas su l'appliquer à moi-même pendant des décennies. Mais ce soir d'octobre, dans une voiture garée devant une école d'arts appliqués, ma petite fille adulte avait refusé de se taire. Et son refus de se taire avait rendu possible tout ce qui avait suivi. Un matin de décembre, 3 semaines avant Noël, j'ai reçu un appel de Pauline. Sa voix avait quelque chose de différent, une qualité plus ferme, plus ancrée, que je reconnaissais comme la voix qu'elle avait quand elle cuisinait quelque chose qui lui plaisait vraiment, quand elle était dans l'état de concentration heureuse qui la rendait plus elle-même que dans n'importe quelle autre circonstance. Elle avait accepté une proposition. Pas la grande salle de la Cité du Vin, pas encore, le temps n'était pas encore là pour ça, mais une cuisine communautaire élégante de la rue Camille Sauvageot, au numéro 18, dans un espace propre et lumineux géré par une association culturelle bordelaise, proposait un cycle d'ateliers culinaires pour adultes en janvier. Et ils avaient demandé à Pauline si elle voulait animer 3 séances. Elle avait répondu elle-même, avec ses propres mots, depuis son propre téléphone. Oui. La première séance avait eu lieu un samedi de janvier à 10h du matin. J'étais arrivée en avance, comme toujours, et je m'étais assise dans un coin de la salle, discrètement, avec un café que quelqu'un m'avait apporté dans un petit gobelet en carton. Il y avait 12 participants, des adultes d'âge variés, certains avec l'air de quelqu'un qui prend des cours pour la première fois et qui n'est pas tout à fait sûr que c'était une bonne idée, d'autres avec la décontraction déjà assurée de quelqu'un qui cuisine régulièrement et qui veut apprendre quelque chose de spécifique. Pauline était entrée dans la cuisine avec sa veste de travail.
Ce tablier de lin beige qu'elle portait depuis des années et qui avait la patine des choses qu'on utilise vraiment, pas pour faire joli, mais parce qu'elles servent. Elle avait posé ses affaires, elle avait regardé les participants et elle avait souri. Pas ce sourire court et vite parti que je lui avais vu trop souvent ces derniers temps. Un sourire entier, le genre de sourire qui vient de quelque part de profond et qui éclaire quelque chose dans le visage. Elle avait dit bonjour. Elle avait dit qu'on allait préparer ensemble une gelée de figues avec des épices d'automne, une recette qu'elle avait mise au point au fil des ans et qu'elle n'avait encore jamais enseignée parce que les occasions ne s'étaient pas présentées ou parce qu'on lui avait dit qu'elle était trop particulière pour un cours de niveau débutant. J'ai vu les participants s'animer. J'ai vu les figues arriver sur les tables de travail. J'ai vu Pauline expliquer, démontrer, répondre aux questions avec cette patience vivante et précise qu'ont les bons enseignants. Ceux qui n'expliquent pas parce qu'ils savent et que l'autre ne sait pas, mais parce qu'ils aiment ce qu'ils savent et qu'ils veulent que l'autre le sente aussi. Et à un moment, depuis mon coin de la salle, j'ai vu Pauline ouvrir un pot. Pas un des 3 pots de la cuisine de la rue Notre-Dame, ceux-là, elle les avait tous ouverts, mais un nouveau pot, fait la veille pour la démonstration, avec les mêmes étiquettes, à la même petite écriture serrée, avec la même gelée rouge sombre et parfaite. Elle l'avait ouvert devant ses élèves, elle en avait étalé une petite quantité sur un morceau de pain et elle l'avait goûté, simplement pour leur montrer la texture et l'équilibre des saveurs. Et en la regardant faire ce geste si ordinaire et si chargé de tout ce qui s'était passé depuis octobre, j'ai eu besoin de poser mon gobelet de café parce que mes mains tremblaient un peu. Pas de tristesse, de quelque chose d'autre entièrement, de cette émotion précise et difficile à nommer qu'on ressent quand quelque chose qu'on avait cru perdu, qu'on avait vu s'éteindre progressivement et contre laquelle on s'était battu de son mieux, reprend vie devant vous d'une façon si simple et si juste que ça fait mal un peu. D'une belle douleur, la douleur des choses importantes qui arrivent finalement. Je suis restée jusqu'à la fin de l'atelier. Je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas attiré l'attention sur moi, j'ai juste regardé. Regardé ma fille reprendre sa place dans un espace qui lui appartenait, avec des gestes qui lui appartenaient, avec des recettes qui lui appartenaient. Regarder Pauline enseigner, c'était regarder quelqu'un parler dans sa propre langue après avoir été trop longtemps privé de l'utiliser. À la fin de la séance, quand les participants sont partis et que la salle s'est vidée, Pauline m'a rejointe dans mon coin. Elle s'est assise en face de moi et elle a posé ses 2 mains sur la table, paume vers le haut, dans ce geste ouvert qui est l'opposé exact du geste fermé, les bras croisés sur la poitrine, dans lequel je l'avais trouvé debout dans sa cuisine silencieuse en octobre. Nous n'avons pas dit grand-chose. Nous n'avions pas besoin de dire grand-chose. Il y a des moments qui se suffisent à eux-mêmes, qui sont complets d'une façon que les mots ne font qu'effleurer et qu'il faut avoir la sagesse de laisser exister sans trop les remplir. Puis Pauline a dit, doucement, « Tu te souviens de la phrase que j'avais écrite dans l'enveloppe ?»« Oui. » J'ai répondu. « Demande ce qu'on m'a empêché de servir. » Elle a hoché la tête. Aujourd'hui, j'ai servi. 3 mots. Exactement 3 mots. Et dans cette salle de la rue Camille Sauvageau, avec l'odeur de la figue et des épices qui restaient dans l'air et la lumière d'hiver qui entrait par les grandes fenêtres, ces 3 mots avaient le poids de tout. Je veux vous dire quelque chose maintenant, à vous qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout. Quelque chose que je n'aurais peut-être pas dit il y a 1 an, que je n'aurais pas su formuler, que je n'avais pas encore compris de façon assez claire pour le dire à voix haute. Les familles ont des façons d'apprendre à ne pas voir. Ce n'est pas de la malveillance, presque jamais. C'est de la peur. Peur de voir quelque chose de difficile et de ne pas savoir quoi faire avec. Peur de rompre un équilibre même imparfait. Peur que nommer un problème le rende plus réel, comme si les problèmes avaient besoin de nos mots pour exister. Mais les problèmes existent avec ou sans nos mots. La seule chose que nos mots changent, c'est si on les affronte ou si on les laisse grandir dans le silence. Il y a des personnes autour de vous, peut-être ce soir, qui s'éteignent progressivement, qui s'effacent, qui disent que tout va bien avec une voix qui dit autre chose, qui ont arrêté de faire des choses qu'elles aimaient sans que vous ayez bien compris pourquoi, qui semblent fatiguées d'une fatigue qui ne passe pas avec le repos. Ces personnes ne vous demandent peut-être pas d'aide explicitement,
parce qu'elles ne savent plus exactement ce dont elles ont besoin, ou parce qu'elles ont appris à croire que ce qu'elles ressentent n'est pas réel, ou parce qu'elles ont honte de quelque chose qu'elles n'arrivent pas encore à nommer. La chose la plus simple, la plus petite, la plus accessible que vous puissiez faire pour ces personnes-là, n'est pas de les confronter, pas de forcer une révélation, pas de nommer à leur place ce qu'elles vivent. C'est simplement de leur dire que vous les voyez, que vous êtes là. 3 mots. Je suis là. Avec votre vraie présence derrière ces 3 mots, pas une présence de forme, mais une présence réelle, celle qui dit « je regarde vraiment, je suis prêt à entendre quelque chose de difficile, je ne vais pas détourner les yeux ». Et si vous êtes vous-même dans une situation qui ressemble à celle de Pauline, si vous vous êtes reconnu dans cette cuisine trop propre et ces pots jamais ouverts, si vous avez senti que cette histoire parlait de quelque chose que vous vivez, alors je veux vous dire ceci. Ce que vous ressentez est réel. Votre jugement sur votre propre vie est valide. Votre fatigue a peut-être moins à voir avec ce que vous êtes qu'avec ce qu'on vous a amené à croire de vous-même. Et il y a des gens autour de vous, peut-être pas là où vous les cherchez, peut-être pas ceux à qui vous pensez d'abord, qui peuvent vous aider à retrouver le fil de votre propre voix si vous leur donnez l'occasion de le faire. Ce matin-là, je suis rentré chez moi rue Bouffard à pied. Il faisait froid mais sec, ce froid bordelais de janvier qui a quelque chose de propre et de décidé, qui dit que l'hiver est vraiment là, mais qu'il sait aussi quand partir. J'avais marché lentement, avec cette façon de marcher des gens âgés, qui ne se pressent plus non pas parce qu'ils ont renoncé à aller quelque part, mais parce qu'ils ont appris que le chemin lui-même vaut quelque chose, que les choses qu'on voit en chemin méritent d'être regardées. Je suis passé devant le marché des Capucins. L'odeur du pain chaud sortait par les portes ouvertes. Des gens pressés entraient et sortaient avec des sacs. Une femme s'était arrêtée pour regarder des fleurs de saison disposées dans de grands seaux métalliques, des petites fleurs blanches dont j'ai oublié le nom, mais qui sentaient le miel légèrement. La vie ordinaire de Bordeaux, la même qu'avant, la même qu'après, la même que toujours, avec ses tramways et ses platanes et ses façades en pierre claire et ses familles qui passent sur les trottoirs avec leurs histoires portées dedans, invisibles pour tout le monde, sauf pour eux. En arrivant au numéro 21 de la rue Bouffard, j'ai poussé la porte de l'immeuble. La cour intérieure était froide et calme. Le figuier avait toutes ses feuilles tombées maintenant, même les dernières obstinées, et ses branches nues se découpaient contre le ciel blanc de janvier avec cette élégance particulière des choses dépouillées, cette façon d'être belle précisément parce qu'elle ne cache plus rien. Au printemps, je le savais, les premières feuilles reviendraient. Elles revenaient chaque année. Jacques avait raison. Les choses qui trouvent leur chemin à travers la pierre ont déjà prouvé qu'elles méritent d'exister. Je suis monté dans mon appartement. J'ai accroché mon manteau. J'ai mis l'eau à chauffer pour le thé. Et j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, vers la cour, vers le figuier aux branches nues, avec cette pensée tranquille que les 75 ans permettent d'avoir. Cette façon de voir les choses sans l'urgence de la jeunesse, mais avec la clarté de quelqu'un qui a eu le temps de comprendre ce qui compte vraiment. Ce qui m'avait amené à chercher Aurore ce mardi d'octobre n'était pas extraordinaire. C'était simplement mon rôle, aller chercher ma petite fille après son cours, la ramener, lui demander comment s'était passée sa journée. La chose la plus ordinaire du monde. Et dans cette chose la plus ordinaire du monde, quelque chose d'important avait trouvé le chemin pour arriver jusqu'à moi. Une phrase dite simplement dans une voiture, une phrase sur un petit déjeuner absent, et tout ce qui en avait découlé. J'avais cru au début que cette histoire parlait de Pauline et de ce qu'on lui avait fait, mais en y pensant maintenant, en ayant le recul de ces semaines passées, je comprenais que cette histoire parlait de quelque chose de plus grand et de plus simple à la fois. Elle parlait de ce que nous choisissons de voir, de ce que nous choisissons de demander, de ce que nous choisissons de dire quand nous aurions pu nous taire. Pauline avait fabriqué de la gelée de figues en août, en septembre, en octobre. 3 fois, elle avait accompli ce geste de soin et d'amour, ce geste qui était sa langue, sa façon à elle de dire « je suis là, je prends soin ». Je transforme ce que la nature donne en quelque chose qu'on peut partager. Et 3 fois, ces pots avaient été posés sur la table et laissés fermer. Pas par méchanceté, par une mécanique plus subtile et plus dévastateur que la méchanceté.
La mécanique du « ne te fatigue pas », du « tu n'as pas besoin », du « laisse-moi m'en occuper », répété jusqu'à ce qu'une femme ne sache plus si elle a envie ou si on lui a dit qu'elle n'avait pas envie. Et puis une fille adulte avait faim, et elle l'avait dit, et voilà. C'est comme ça que les choses les plus importantes arrivent parfois, pas par une grande décision héroïque, par quelqu'un qui dit simplement la vérité au bon moment, à la bonne personne, dans une voiture garée devant une école, un mardi d'octobre, à 17h35. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'à ces derniers mots, je veux que vous sachiez une chose. Vous avez fait un cadeau à cette vieille femme ce soir. Le cadeau d'être entendu. Et c'est un cadeau qui ne se mesure pas, que personne ne peut vous ôter, que vous m'avez donné simplement en restant là, en continuant à écouter quand vous auriez pu partir. Maintenant, je vous demande une dernière chose. Une toute petite dernière chose. Laissez-moi un commentaire avec le mot « servir ». Juste ce mot. Parce que ceux qui ont vraiment écouté cette histoire jusqu'au bout comprendront pourquoi ce mot-là et pas un autre. Pourquoi Pauline l'a dit dans cette salle de la rue Camille Sauvageau en janvier. Pourquoi il contient toute l'histoire à lui seul. Laissez servir dans les commentaires si vous avez été là vraiment, si vous avez entendu. Et si cette histoire vous a touché quelque chose dans la poitrine, une vieille douleur familière, ou une reconnaissance, ou simplement la façon dont certaines vérités font mal parce qu'elles sont vraies, partagez-la avec quelqu'un ce soir. Pas nécessairement quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile. Peut-être simplement quelqu'un que vous aimez et à qui vous n'avez pas dit depuis longtemps que vous le voyez vraiment. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a une nouvelle histoire chaque jour sur cette chaîne. Et peut-être que celle de demain sera précisément celle que quelqu'un que vous aimez attendait sans le savoir. D'où que vous écoutiez ce soir, quelle que soit votre ville, quelle que soit l'heure qu'il est chez vous, quelle que soit la vie que vous portez en ce moment, du fond du cœur de cette vieille grand-mère bordelaise au vôtre, merci. Prenez soin des gens que vous aimez. Regardez-les vraiment. Et quand quelqu'un autour de vous a faim d'une façon qui ne fait pas de bruit, soyez celui ou celle qui demande ce qu'on l'a empêché de servir.